Bonsoir à tous. À toutes et à tous. L'idée de la présentation maintenant, c'est de revenir un peu sur comment on est arrivé à dire voilà, l'IA nous aide, nous fait gagner de 100 heures, 300 heures de travail, encore plus. Et comment on arrive là et pendant combien de temps on a travaillé pour arriver jusqu'à ce degré. Et avant tout cela, je vais dire que le chat de Pierre, il visite Dungo. Dungo, c'est le mascotte du département numérique au sein de l'école. On a créé ce mascotte pour juste représenter la stabilité, l'efficacité. On continue notre chemin pour faire la suite entre Nantes et Toulouse pour que je puisse faire ces tâches-là aujourd'hui et pour pouvoir parler de ce sujet et aussi publier des articles scientifiques dans le cadre de mes travaux de recherche. Alors, pour revenir un petit peu sur les notions, parce qu'on était beaucoup dans l'immersif image et dans l'immersif son avec Pierre, moi je vais revenir sur l'immersif mouvement. Et c'est pour cela que j'ai décidé d'utiliser les slides avec une sorte de mouvement et on va plonger un peu sur les fondamentaux de l'industrie. C'est quoi? C'est en fait d'utiliser la matière première pour fabriquer de nouveaux produits. Du coup, c'est ça la définition dans une procédure industrielle, c'est de travailler la matière première. Et c'est ça qui va un petit peu changer avec aujourd'hui le manufacturing ou bien la procédure de fabriquer quelque chose et la matière première, elle change complètement dans les différents secteurs. Alors, si on regarde d'une manière classique, quels sont les secteurs de l'industrie? D'habitude, il y a les secteurs primaires, c'est la partie qui gère toute la partie agriculture, l'extraction de la matière première, etc. Et à la deuxième partie, c'est la manufacture ou la construction de l'aéronautique et l'automobile, ou bien de l'électronique. Et là, on commence à voir un petit peu le côté technologie qui rentre dans le secteur 3, tout ce qui est de la santé, de l'éducation, de la finance et du tourisme. Et du coup, on voit que la technologie, elle commence à avoir un terme très clair à partir du deuxième et du troisième secteur. Le quatrième aussi, c'est la recherche et développement, et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de choses qui sortent avec le terme technologie, technologie, technologie. Qui dit technologie, qui est aussi le monde du numérique. Du coup, on a passé des diodes qui font 15 cm à 2 nanomètres et encore plus petits que ça, dans 76 ans à peu près. Et on avait cette salle comme l'ordinateur portable, à cet ordinateur portable entre les mains. Et du coup aussi, il y a eu ce qu'on va voir en détail un petit peu, ce qu'on appelle le terme de l'intelligence artificielle. Mais c'est de l'intelligence artificielle. Alors, la première question qui se pose, qui définit l'intelligence? Et c'est ça, c'est une grande question parce que pour le moment, on est encore sur un combat et un fight. Qui définit l'intelligence? C'est les sociologues, psychologues, les philosophes. On a commencé par les philosophes, bien sûr, après on a passé aux autres. Et aujourd'hui, la science du cerveau et les neurologues qui peuvent présenter ça. Et chacun, il a sa propre description sur le comportement, les systèmes complexes, s'adapter, ne pas s'adapter, résoudre les problèmes, etc. L'intelligence cognitive avec les neurologues, bien sûr, l'habilité mentale générale, le facteur G, pas le facteur G, le IQ test, pas le IQ test. Tout ça, c'est tests de réflexion cognitive. Tout ça, c'est les tests qu'on essaye de définir pour dire c'est quoi l'intelligence. Mais en vrai, il y a ça d'un côté, ce débat, et il y a des informaticiens qui viennent et qui disent bah, la définition de l'intelligence, c'est chaque algorithme qu'on crée et qui automatise les choses. Et du coup, ils ont dit que chaque algorithme qu'on propose pour automatiser, ça fait quand même une intelligence X.
Parce qu'on automatise la tâche et on peut faire un test pour dire ça ou ça, celle-là ou celle-là, ou répéter ça, etc. Et du coup, tout programme informatique, c'est de l'intelligence déjà. C'est vrai pour les informaticiens, mais aussi la question des mémoires se posait. Ça veut dire, OK, ils peuvent faire quelque chose, mais ils oublient tout au bout de finir sa tâche, etc. Et là, ce qui va changer, c'est que ce qu'on a pu voir, c'est à un moment donné, il y a eu un bascule dans l'histoire avec les grandes les ordinateurs qui arrivent quand même à mémoriser les tests qu'ils faisaient avant pour pouvoir générer une solution, mais en regardant aussi les autres solutions et ne pas répéter la même chose plusieurs fois. Et d'un seul coup aussi, en 1956, il y a une bande de jeunes qui ont fait une conférence, on va penser que les conférences de IEEE ou autres, ou les conférences où il y a centaines de personnes, mais non, c'était presque un workshop, parce qu'ils étaient maximum à peu près 6 chercheurs à cette époque-là, et ils ont appelé la conférence, c'est une conférence sur l'intelligence artificielle, et ils ont utilisé ce terme intelligence artificielle pour la première fois dans cette conférence. Et ils étaient là, en prenant cette photo en souriant, sans savoir ce qu'ils vont faire pour ce monde après. Et voilà les vraies têtes des papas du chat qui cherche son papa, le chat de Pierre, par exemple. Les pères ou les initiateurs de l'intelligence artificielle, même au sens propre du terme, le terme IA ou intelligence artificielle. Et depuis, il y avait vraiment des bas et des hauts, dans le sens, ils ont créé ce terme, mais personne n'accepte ce sujet, c'est quoi, ça sert à rien, même, ils n'ont même pas financé directement après cette création, cette vague de création de ce terme, ils ont dit, ah oui, peut-être, ah ben, pas de financement, pas de projet en IA, et on le voit sur ce graphique, et la première phase du printemps, de l'hiver de l'IA. Et puis après, il y a eu une révolution dans la partie des systèmes experts. Ça veut dire, si moi je sais que, voilà, j'arrive le matin à l'ICAM, je vais tester si tout le monde est là, j'ai besoin de vérifier mes mails, j'ai besoin de vérifier ça, ça veut dire, j'ai une règle de vie un agenda de faire des tâches et je sais qu'est-ce que je fais. Par exemple, si j'ai cours, je dois aller dans la salle, je dois prendre la feuille de présence, etc. C'est les systèmes, ce qu'on appelle, on simule un petit peu les systèmes des règles. Mais les systèmes des règles, si on veut faire toutes les règles de tout ce qu'on fait dans nos journées, dans nos soirées, dans nos vies, c'est vraiment complexe et ça devient vraiment casse-tête avec des graphes qui vont partout et qui vont être très difficiles à interpréter par la suite. Du coup, il y a eu une deuxième belle vague avec une avancée sur les systèmes intelligents. Et puis après, boum, ça tombe parce que les systèmes experts, par des comparaisons, il ne peut pas représenter tout le vrai monde. Et on a attendu. On a attendu jusqu'à l'époque de ce qu'on appelle le big data, et je vais en revenir un petit peu en détail sur le terme de big data. Les données en masse qu'on a commencé à récupérer à cause des sites web. La deuxième révolution du web, ça veut dire c'est pas seulement les web statiques, mais les web où on peut interagir avec, et les objets connectés. Et là, peu à peu, on a commencé à avoir beaucoup d'images. Tout le monde publie des images de chats, de chiens, de son jardin, des plantes, etc., etc. Et avec le big data, on a pu aller plus loin dans le système qui peut... D'abord, c'était juste une détection d'une différence de l'image entre chat et chien. Et c'était waouh, c'était encore jusqu'à présent, c'est la période où on a dit, oui, la machine, avec le deep learning, avec l'apprentissage via des données de masse, elle peut apprendre à détecter si c'est un chat, si c'est un chien, etc. Alors que pour une machine, ce n'était pas ça auparavant.
Et aujourd'hui, on est dans l'époque où on peut dire, OK, il y a plusieurs niveaux d'intelligence. Il y a l'intelligence basique, c'est juste l'interrupteur qui, juste en passant, il peut voir que ça s'allume, ça s'éteint. L'automatisation. Et il y a après le narrow intelligence, l'intelligence qui est proche, qui est facile à interpréter. L'intelligence générale, aujourd'hui, on l'a avec le Large Language Model ou les langages, les grands modèles de langage d'IA pour le texte. Ou bien le super intelligence, ça c'est encore, on essaye de dire, on va faire de multimodal. Ça veut dire une intelligence qui, pas seulement nous répond en texte, mais peut-être elle change ce texte au niveau voix parce qu'elle sent qu'on a besoin d'entendre du son. Elle change le texte en niveau graphique parce que Rabi, il aime bien regarder des graphes au lieu de regarder du texte, etc. Et du coup, on est dans une période où il y a vraiment tout l'aspect technologique jusqu'à la machine learning et ce qu'on peut dire supervisé, non supervisé. Ça veut dire on fait apprendre la machine des choses que nous, on veut qu'elle apprenne de telle manière. On labellise les choses et on dit tu vas apprendre comme ça les choses. Le unsupervised learning, c'est non supervisé par l'humain et la machine, elle va le faire toute seule et c'est à elle de déduire ce qu'il peut y avoir après. Et il y a aussi le reinforcement learning, c'est pour le gaming. Tout ce qui est en lien avec les jeux, le jeu de Go, le jeu les jeux qui peuvent être interprétés par la machine pour jouer contre nous, etc. Et aussi le sphère qui est au-dessus, sur la computer vision, la détection des hommes, la détection des objets dans l'aéroport, les grands langages comme ChatGPT ou bien Claude ou bien les autres, et ainsi de suite. Et du coup, cette historique d'IA, alors, comme vous le voyez bien, que cette nouvelle vague, ce nouveau élan n'est dû qu'au fait du big data et qu'au fait qu'on a pu, à un moment donné, dire à tout le monde, participe, mets tes données au grand public, etc. Et qui a vraiment profité de ça, on va voir. En fait, déjà, on avait les datas des entreprises restent très, très, très bas, mais après, le voice over IP, les médias qui ont explosé et en plus, les capteurs qui remontent les données de plus en plus. Et là, c'est avec le IoT. Et là, on est vraiment en exponentiel et on continue. Et là, comme on voit, cet historique suit l'historique de la technologie du web. On était dans le web 1, le web statique, le web 2, où il y a beaucoup d'interactions et on publie des choses, Facebook, Twitter, Instagram, machin. Et il y a le web 3. Le web 3, c'est la partie où on décentralise même les serveurs. Ça veut dire mon ordinateur devient encore un petit serveur. On peut le créer, on peut créer notre propre réseau, communiquer ensemble et pouvoir être notre acteur de nos données à nous. Ça veut dire on maîtrise ce qu'on veut donner ou pas, ou bien on le laisse en privé. Avec le Web 3, il y a toute la partie, par exemple, blockchain, crypto-money, etc. C'est toute cette génération à cause de la technologie de blockchain. Et du coup, aujourd'hui, à peu près, c'est ancien, mais c'est juste pour vous montrer combien de données il y en a qui circulent. Dans une minute, il y a à peu près 100 000 tweets et 7 000 posts sur Facebook, 11 millions de messages instantanés, etc., etc. Du coup, vraiment, vraiment, et ça va jamais s'arrêter. C'est comme ça va continuer, ça va évoluer. On ne va pas revenir en arrière. Ce qui va changer, c'est la technologie qu'on utilise pour utiliser toutes ces données qui circulent. Et du coup, si on revient sur les secteurs de l'industrie, il y avait le premier, le deuxième, etc. Mais qu'est-ce qu'on doit ajouter au premier? Je pense qu'au premier, au niveau d'énergie, la source de données aujourd'hui, c'est de l'énergie. C'est de nouvel type d'énergie qui peut alimenter tous les autres services, le service de construction des avions, des voitures, etc., ou bien des électroniques. Et qui a compris ça vraiment? C'est les géants du tech.
Facebook, Google, les GAFA, par exemple, ils ont vraiment maintenant le pétrole, le nouveau pétrole qu'ils utilisent. Et aussi, encore, on pense que le gaming, c'est rien, ou bien ça ne sert à rien de jouer contre un ordinateur ou de créer un algorithme qui va jouer, etc. Mais en vrai, Google l'a compris. Ils ont acheté DeepMind pour augmenter encore en puissance, alors que DeepMind ne faisait que des algorithmes pour faire des jeux et jouer contre l'humain ou jouer contre la machine. Du coup, c'est pour résoudre des jeux. Et le gaming, c'est encore quelque chose qui va alimenter ce monde d'intelligence artificielle. Et il y a une transformation dans les secteurs. Il y a une maturité en utilisation de technologies et de l'IA dans tous ces secteurs et surtout sur l'entertainment, sur les finances, ceux qui sont au-dessous de 50 et le service, par exemple avec Amazon et tout ça, ils te proposent déjà avant que tu achètes ce que tu as envie d'acheter suite à la classification qu'il fait pour chacun d'entre nous. Voilà, il a 17 ans, il va aimer ça, il aime déjà le football, du coup il va aimer ses baskets, etc., etc. Et du coup, nous, ce qu'on voit, c'est en fait, c'est juste la tête de cet iceberg. C'est vraiment ce qu'on voit, c'est les IA publics. Les IA publics qui travaillent sur quelques types de données, le texte, l'audio, le vidéo et l'image. Et du coup, il y a beaucoup de plateformes qui proposent des solutions en IA. En texte, vous avez, vous saviez, ChatGPT, Claude, Writersonic, Jasper, etc. En image, et il y a d'autres, mais j'ai juste présenté les 4, plutôt les 5 parfois les plus connus. Midjourney, Ideogram qui était utilisé par Pierre avant, Dali, Leandro, etc. Pas Leandro, j'ai oublié. J'ai oublié le code, le Stable Diffusion qui est dernier. Et en audio, vous avez même Beethoven, par exemple là, qui joue de la musique, c'est via le style de Beethoven. Soundful, Whisper et Crisp. Et en vidéo, vous avez aussi Synthesia, DID, VJump, que je travaille aussi avec eux, et ainsi de suite. Et du coup, nous, en vrai, on voit le buzz. Le buzz qui a sorti il y a 1 an et demi maintenant, à peu près. Et on joue dans ce jeu-là. Mais en vrai, quels sont les vrais challenges? Et c'est ça qui est le plus important. Les challenges qu'on essaye de voir, c'est le problème juridique. Le problème juridique, c'est avec, par exemple, l'Union européenne qui essaye de protéger l'homme en Europe. Ils veulent que tout l'IA soit sûr, transparent, traçable, non discriminatoire, respectueux pour l'environnement écologique, bien sûr, pour que ce soit de l'IA green. Not personalized, mais les avatars que Pierre il a montré, dans le slide 18, par exemple, de Pierre, il y avait les avatars qui sont un dessin. Mais en vrai, on essaye aussi de faire de l'immersif avec des avatars complètement qui ressemblent à notre tête, ça veut dire le visage complètement avec les grimaces complets. Ça, c'est de la sortie du laboratoire de Meta qui est là. C'était une interview alors qu'ils sont à un millier de kilomètres l'un de l'autre, mais ils sont vraiment l'un face à l'autre dans le monde virtuel et d'une manière très, on va dire, très réelle. Et ça, c'est de l'immersif. Ça, c'est dans le casque. Ils sont tous les deux dans le casque, mais ils ont créé pas un avatar cartoon, mais plutôt un avatar réel, de notre image 3D. Ethical problem. Le problème éthique. C'est quoi l'éthique? L'éthique, c'est si ce qu'on fait, il est bien ou il est mal par rapport aux règles de la société. Et ça change d'une zone géographique à autre. Et par exemple,
est-ce que c'est éthique que des écrivains qui manifestent depuis des mois à Hollywood parce qu'ils veulent être plus payés, on va publier des nouveaux postes pour embaucher des ingénieurs en IA et faire de l'IA qui remplace tous les écrivains de Hollywood. Et ça, c'est possible, mais ce n'est pas très éthique. Cette actrice, influenceuse, Michaela, vous connaissez? Oui? Qui suit Michaela sur YouTube? Personne? Je vous montre ça alors. Une très belle chanson. Je ne sais pas si j'arrive à... Une chanteuse. Et en vrai, elle peut faire des pubs pour Nike, pour Adidas, etc., etc. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mais en vrai, c'est un avatar. C'est la dernière génération de l'avatar de Michaela. C'est une entreprise qui ont généré une chanteuse. Est-ce qu'on va la considérer une vraie chanteuse dans la vie? Comment on va se comporter avec ça? Ça, c'est une grande question de société qui va se poser à un moment donné. Et il est déjà là. Les données, le problème des données est le problème que les données ne sont pas égales. Pas dans toutes les langues d'ailleurs. Et ce qu'il y a dans la société aujourd'hui, est-ce qu'il est idéal? Non. On est tous d'accord qu'il y a des choses qu'on ne veut pas les garder, on veut l'améliorer, etc. Alors que l'algorithme, actuellement, il fige ce qu'il y a dans la société comme tel, d'après Cathy O'Neill, il fige ce qu'on fait actuellement et le monde actuel, ce qui n'est pas top. Alors, il faut se mettre en question à propos de tout ça. Et comment on peut se mettre en question à propos de tout ça? C'est qu'il faut que tous, on se met à faire des petits algorithmes. Il faut que tous on contribue, hommes, femmes, dans toutes les régions du monde. Il faut que tous on contribue à nettoyer les données qui se trouvent sur Internet, que n'importe ces données-là, les mettre, vérifier que ce qui est utilisé comme data, il est fiable et il est correct. L'environnement, l'écologie, est-ce qu'on peut atteindre le Green AI? Oui ou pas? Et comment? Et ça, c'est en utilisant des serveurs plus locaux, de l'IA plus locale, de l'IA circulaire, je vais appeler ça, comme on dit dans le secteur classique, et créer des spécialistes aussi. Parce que tous les IA aujourd'hui qui sont en public ne sont pas des spécialistes, ni dans la médecine, ni dans les physiques, ni dans les maths, etc. Ils essayent de comprendre tout et le tout et le n'importe quoi parfois, et ils mélangent les notions. Du coup, il faut aller vers beaucoup plus d'explainability, expliquer l'IA, comment il fait pour arriver à cette information ou cette prise de décision, tracer les datas, comment ils sont générés, comment ils sont utilisés, et de l'IA responsable. Pour qu'on donne cette confiance que oui, l'IA, il peut nous aider, il peut réduire 300 heures de travail, machin, mais pour le moment, c'est pas vrai. C'est pas la lettre de recommandation, quand elle est générée par l'IA, elle va être similaire à d'autres lettres. C'est comme industrialiser les choses et ça va pas être une vraie lettre que sort de vous, qui vous représente, etc. Du coup, il faut beaucoup travailler sur ça. À l'ICAM, comment on contribue? À l'ICAM, on travaille sur ces challenges d'IA de plusieurs sortes pour avoir du responsible et de l'IA responsable qu'on peut confier nos tâches. Et de l'IA responsable, il y en a des projets, par exemple, sur comment on porte les habits d'une manière virtuelle sur le webcam avec Cédric. Il travaille sur le sujet pour que ça soit vraiment real, encore davantage sur les habits. On a vu dans la vidéo de Meta, on prend les visages bien, mais d'en bas, ce n'est pas encore bien représenté. En énergie, on utilise l'IA pour bien faire une distribution énergétique avec Nathalie et Raouia, qui travaillent sur le sujet, comment l'IA peut être utilisée pour les smart grids et la distribution énergétique et le suivi énergétique. Dans le médical,
il y a aussi des travaux, comment on peut utiliser quelques algorithmes, pas tout l'IA, mais quelques algorithmes pour pouvoir définir les maladies génétiques rares avec Nathalie. Il y a aussi l'IA utilisée pour la production via le laser de grands objets avec IREPA laser, avec Victor et Grégoire, notre directeur de recherche à l'ICAM, pour comment optimiser l'imprimante laser pour que ça produise des choses comme ça, géant. C'est la taille, c'est plus grand que l'humain. Et en fait, si on termine et on trouve des défauts, c'est dommage parce qu'on va mettre tout ce truc en métal dans la poubelle. Et du coup, l'IA va nous aider dans cette impression. L'IA pour la maintenance routière, on travaille là-dessus. On détecte la route, mais on va détecter les fissures sur la route pour la maintenance augmentée via la région pour détecter les fissures sur les routes et trouver des solutions. Par Raouf et moi, je travaille sur ce sujet. L'explicabilité, et ça c'est un sujet très très important parce qu'on a vu que tout le monde, l'Union européenne, etc., ils veulent davantage qu'on explique ces algorithmes-là. Et du coup, nous, on essaye de créer des métriques sur plein de cases où il n'y a pas encore des paramètres pour pouvoir vérifier si c'est bon, pas bon, la représentation des data, elle est correcte, n'est pas correcte, etc. L'influence de cette représentation sur tout le modèle, et ainsi de suite. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ça va faire un peu trop. Mais on travaille sur ces points-là. Et le Large Language Model, ou bien les modèles de langage, mais qui sont des spécialistes. Ça veut dire seulement il est spécialiste dans l'industrie du futur, l'industrie qu'on a juste évoqué avant. Et du coup, tous ces challenges-là, on essaye d'y répondre ensemble par des articles. Il y a plein d'articles déjà publiés via mes collègues chercheurs. Alors, on a vu qu'en vrai, il y a un historique. Ça fait des années 56 qu'on a commencé l'histoire de l'IA, mais il n'y a pas encore l'émergence et l'exponentielle qu'on a aujourd'hui. Alors, non, on n'oublie pas que c'est un iceberg et il y a tout ça avant de parler de l'IA publique qui est au service de tout le monde, qui est aujourd'hui une application mobile entre les mains. Et moi, je conclus la présentation en disant que, oui, ce qui est sur le public, qui est encore très généraliste, ils sont des intelligences artificielles qui ressemblent aux philosophes qui ont 7 ans d'expérience et ils sont en train de parler de tout. De tout. Ils ont essayé de nous aider quand on lui pose une question en physique, quand on lui pose une question en mathématiques, en coding, dans tous les langages, etc. etc. Et c'est comme l'époque des philosophes de Naboo, la question de Phi, la question de la connaissance et chercher cette connaissance. Et du coup, on va vers les spécialistes. Après, quand on aura des spécialistes, etc., on va voir une autre ère d'IA qui va générer. Je conclus avec cette conclusion et je vous remercie. Et si vous avez des questions, je sais que je suis allé très vite pour essayer de respecter une demi-heure. Je ne sais pas si j'ai pu le faire. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, mais je n'ai pas rentré dans les détails. On peut rentrer dans les détails, expliquer les métriques, c'est quoi la traçabilité, c'est quoi l'explicabilité, etc. Tout ça, c'est plusieurs séances pour qu'on échange sur ça, mais je peux les simplifier si vous avez des questions.